Jean-Marie Le Guen, député PS de Paris, nous rejoint. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Philippe Juvin, député européen UMP, bonjour, soyez le bienvenu également. Merci d'avoir pris vos mugs politiques matin pour nous rejoindre. Alors, vaste sujet évidemment que ce G20. Première question peut-être, est-ce que finalement ça a été un G20 ? Est-ce que ça n'a pas été un sommet européen avec des témoins venus de loin ? Oui, en partie, mais enfin, dans le G20, l'Europe pèse d'une manière importante. Donc il y a une crise européenne particulière en plus de la crise mondiale et il fallait en parler, il fallait essayer de la régler. Et les vicissitudes de la vie politique grecque ont beaucoup pesé et il semble que les choses puissent s'arranger et qu'enfin le Premier ministre grec ait accepté d'abandonner son idée folle de référendum. La faiblesse européenne fait que la crise, qui est en fait une crise essentiellement américaine, ou éventuellement d'ailleurs du complexe du G2, c'est-à-dire américano-chinoise, qui déséquilibre complètement l'économie mondiale, cette faiblesse européenne fait qu'on nous a repassé en quelque sorte le fardeau de la crise et que nous nous y voterons d'une façon particulière. Et donc, vous avez raison de constater que ça a été un G20 qui a tourné autour du mauvais élève, l'Europe, alors que les désordres économiques mondiaux sont beaucoup plus importants aux États-Unis et les déséquilibres viennent beaucoup plus du couple Chine-Amérique. Sur la Grèce, et pour dire les choses simplement, la vraie crise de la zone euro, elle ne se situe pas aujourd'hui en Grèce. Elle se situe sur le spread de la dette italienne. C'est-à-dire ce que tout le monde regarde, c'est à combien aujourd'hui empruntent les Italiens au-dessus du taux allemand. Ils sont à plus de 4% aujourd'hui, ce qui est considéré comme étant la zone plus que des tempêtes, mais théoriquement la zone où l'économie coule. Donc ou bien dans les jours qui viennent, je mets de côté la crise grecque qui est, comment dirais-je, la face visible de la crise, mais la réalité, le danger, la dangerosité, c'est la situation italienne. La crise grecque n'est là que quelque part pour amuser la galerie, même, parce que la Grèce, c'est 2% de la zone euro en termes de PIB. La réalité, c'est ce qui va se passer sur la dette italienne, qui est tout à fait considérable, avec un endettement à plus de 120%. Que faire ? Ce que nous dit, à contrario, la crise grecque, c'est que les peuples... Après, on va parler des péripéties diverses et variées. Mais les peuples n'iront pas, en tout cas c'est ma conviction, dans des politiques de rigueur des finances publiques qui seront nécessaires s'il n'y a pas la perspective de la croissance. Or, aujourd'hui, l'Europe et l'accord qui a été passé sous la domination de la droite allemande est essentiellement une politique où il y a la rigueur, il n'y a pas la croissance. Pour ne pas dire l'austérité, parce que il faut parler clair, c'est l'austérité sans la croissance. Pourquoi ? Parce que, quelque part, cette droite allemande, en phase avec une bonne partie de l'opinion publique allemande, bien sûr, se considère comme des rentiers riches et refuse, après avoir bénéficié de l'Europe, refuse de partager les risques et les richesses. Et donc, à partir de là, cette attitude égoïste suivie par la France, qui veut être dans sa position de faiblesse relative le plus près possible du costaud de la classe, eh bien, nous imposons d'abord à la Grèce, demain à l'Espagne, vraisemblablement à l'Italie, des cures d'austérité qui font que les peuples vont se révolter. Merci pour cette analyse. Philippe Juvin, réaction. La réalité, c'est vrai que l'Italie pèse bien plus que la Grèce. Et ce qu'a dit Jean-Marie Le Guen est vrai. Il n'en reste pas moins que la question grecque était une question fondamentale, puisqu'elle a été posée hier, c'est une question aussi politique. Est-ce qu'on peut, quand on décide de construire l'Europe ensemble, jouer perso ? Et le Premier ministre grec socialiste Papandréou a voulu jouer perso, n'a pas voulu tenir ses engagements, et la vraie question était là. Et donc le test qu'il y a eu hier, c'était un test de crédibilité politique. Est-ce que les pays européens sont d'accord pour continuer à faire un bout de chemin ensemble, guidés par la confiance ? Et il fallait probablement qu'en Europe, il y ait un leadership fort, politique, pour s'affirmer et affirmer que l'Europe, c'était une construction collective. Et très clairement, sans la chancelière allemande et sans le président de la République française, l'Europe politique, je ne parle pas de l'Europe économique, pouvait voler en éclats. Et j'avoue, pour refaire de la politique française, puisque on parle de référendum, mais enfin le référendum en France, il va avoir lieu dans quelques mois, c'est l'élection présidentielle. J'ai été très frappé du fait que quand le Premier ministre Papandréou a dit « je fais un référendum » contre tous les engagements, n'hésitant pas à mettre en cause la construction européenne,
Un certain nombre de gens ont analysé politiquement cette situation en disant non, il faut s'y opposer. Globalement, la chancelière et le président de la République française. Et François Hollande, votre candidat, au bout de 24 heures, a laissé filer, communiqué commun avec Martine Aubry, en disant tout ça est légitime, il faut voir, etc. Donc je crois que quand le bateau tangue, quand la tempête est là, ce qui est le cas, il faut des gens à la barre qui aient des certitudes, qui soient certains de l'endroit où il faut aller. Et très clairement, le fait que François Hollande, d'ailleurs accompagné par Madame Le Pen, par Monsieur Mélenchon, ait dit oui, finalement tout ça est légitime, montre que finalement le bateau n'aurait pas été guidé comme il fallait. Il aurait fallu si François Hollande avait été président de la République. Et je pense d'ailleurs, et ça fera peut-être plaisir à Jean-Marie Le Guen, je pense que ce n'aurait pas été le cas si le leader socialiste avait été l'ancien directeur général du Fonds monétaire international. Tous les matins, quand il se lève, Nicolas Sarkozy sauve le monde. C'est beau. La réalité, c'est que, évidemment, ce n'est pas en donnant des fessées publiques à la classe politique d'un petit pays qu'on sauve ce pays et que l'on sauvera l'Europe. L'humiliation que l'on fait subir à la classe politique grecque depuis maintenant des mois aboutira à la révolte du peuple grec. On n'est pas obligé de dire non, vous mais avez raison, faites le référendum. Il n'y a pas d'alternative. C'est ce qu'a dit Hollande. Hollande a dit que vous avez raison. D'abord, c'est inexact. Et deux, moi personnellement, je comprends et j'approuve, et je dirais même qu'au total, qu'est-ce qui se passe si on fait un petit focus sur la situation grecque? Papandréou signe un accord, un de plus, après celui du 21 juillet, où Sarkozy et Merkel étaient sortis en disant « ça y est, on a tout sauvé, la Grèce, etc. » Il suit... Non mais attendez, c'est bien de jouer du muscle. Déjà, Nicolas Sarkozy, s'engage-t-il sur quoi? Il s'engage sur quoi? Bien, donc Papandréou, pays exsangue, signe un accord, il s'aperçoit que non seulement il ne passe pas dans son peuple, si vous aviez vu les manifestations du jour de la fête nationale grecque, où le peuple rejette complètement toute sa classe politique, et où l'alternative n'est pas la victoire de l'opposition qui, elle, viendrait. L'alternative, c'était Papandréou, le chaos. C'est ça la situation grecque. Il fait cette proposition de référendum. Il relance les choses. Aujourd'hui, ou exactement hier, on vient de donner la fessée à M. Papandréou en lui disant « il faut retirer ça, sinon vous n'avez plus d'argent ». Et on le fait en même temps à la droite grecque, la nouvelle démocratie, qui ne voulait absolument pas aller dans un gouvernement d'union nationale. Et on leur dit « vous allez aller tous les deux, vous la droite et vous la gauche grecque, dans un gouvernement d'union nationale pour appliquer cette politique ». On a eu raison. Et on verra ce soir si ça passe à l'Assemblée grecque. Et on verra dans 15 jours si cette union forcée, qui n'est, à mon avis, que très fragile... Fallait-il condamner l'idée du référendum grec? Il y a très clairement, oui. Non. Il fallait le faire. Non. On ne peut pas condamner le droit des peuples à s'exprimer. Les peuples choisiront. Oui, ils peuvent la choisir, technocratie bruxelloise, et les rentiers allemands, ne feront pas la politique des peuples en Europe. S'il n'y a pas de croissance et il n'y a pas de projet, cette Europe est une Europe de rentiers. Elle ne pense qu'à sauver son épargne. Elle ne pense pas qu'il y a... Non, mais c'est très important. On est rentré dans une autre phase de l'histoire. Non. La période, les 30 ou 40 dernières années, où nous avons vécu, où nous avons vécu une période où finalement on pouvait gérer la richesse croissante. On se retrouve aujourd'hui à des moments de vérité, et ces moments de vérité, ou bien on respecte la démocratie, on fait confiance au peuple, ou bien on fait confiance aux technocrates. Je suis député européen, je peux vous dire que les droits des peuples européens à s'exprimer font partie évidemment des piliers de la construction européenne, évidemment. Ce que nous disons est simple, c'est que quand on construit l'Europe à plusieurs, il faut de la confiance entre les peuples, il faut de la confiance entre les gouvernants, il ne faut pas changer sans arrêt d'avis, et quand on bénéficie de l'aide de ses partenaires, on en assume aussi les inconvénients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le beurre, qui a fait le Monsieur Chirac de votre parti, qui a fait le référendum sur l'Europe et qui a fait le non en France, est mal placé. Votre parti est mal placé pour donner des leçons. Cela signifie que le peuple grec peut choisir, mais dans ces cas-là, il choisit de sortir de l'euro, mais il ne peut pas dire je reste dans l'euro avec les avantages. Voilà, vous adhérez à 17 discours allemand. Ça appartient à 17 pays. Jean-Marie On va écouter les Français. Tiens, qu'est-ce qu'ils pensent de la Grèce? Devait-elle rester dans l'euro? Devait-elle faire ce référendum? Et ensuite, on prendra un peu de hauteur de G20 pour parler de la Chine, pour parler de la taxation des échanges financiers. Allez, micro-trottoir.
Si la Grèce sort de l'euro, c'est forcément le commencement de la décomposition de la zone euro. Donc je ne crois pas. Je crois qu'il faut l'aider et l'obliger à prendre certaines mesures. Je pense que ce serait une bêtise parce que justement l'intérêt des institutions européennes c'est de garantir une forme d'entraide dans des situations de crise. Donc la Grèce doit à mon sens s'accrocher le plus possible et les autres États et les institutions de l'Union européenne doivent l'aider pour sortir de cette crise qu'elle traverse actuellement. Sincèrement j'aimerais bien qu'ils sortent. Ils sortent. Mais parce que leur passe pas dans les zones euro. Ils ne méritent pas. La Grèce elle doit rester mais elle doit se comporter telle comme tous les pays d'Europe. Il y a un règlement, elles doivent le suivre, une ligne de direction. Qu'on les aide, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il serait indispensable qu'on leur apprenne à gérer leur pays comme nous gérons le nôtre. On donne un peu de leçons, hein, Jean-Marie Le Guen. Hein, Oui, mais il faut évidemment, les peuples devront faire des efforts, et le peuple grec aussi, mais on ne peut pas aligner l'économie sur la ligne de l'austérité qui profitera simplement à ceux qui ont amassé de l'argent dans leur coffre-fort. Ce qui est vrai au plan national, dans les débats politiques, est vrai au plan européen. S'il n'y a pas de projet collectif, l'effort sera nécessaire s'il n'y a pas de projet collectif. Si le seul projet collectif, c'est de garder la richesse des rentiers allemands, il n'y aura pas d'Europe. Et si nous continuons à une croissance à 1%, ce qui est prévu aujourd'hui pour les 10 ans qui viennent pour l'Europe, s'il n'y a pas un relais de croissance, il n'y aura plus d'Europe. Nous connaîtrons ces moments-là. J'en conclus quand même, je rappelle quand même, mais tout ça va être oublié évidemment par l'actualité politique, que tous les démagogues de la sphère politique, et malheureusement François Hollande, qui n'est pas un démagogue, ont dit oui, il faut donner l'autorisation aux Grecs de faire ce référendum et donc de mettre en cause la construction. Pour terminer, il nous reste 2 minutes, on va parler des autres sujets qui devaient être, on aurait dû parler que de ça d'ailleurs. La Chine, est-ce qu'on va avoir une souplesse des taux de change chinois? Est-ce qu'on a un impact possible sur leur attitude? Les Chinois sont très puissants, il faut que nous parvenions à obtenir des échanges équitables avec eux. C'est-à-dire que quand on échange des biens, quand on fait du commerce avec eux, il faut que nous acceptions leurs biens sur notre territoire, le territoire européen, je ne parle pas du territoire français bien sûr, du territoire européen, à des conditions environnementales, sociales qui soient satisfaisantes. Tout est là. Et puis le deuxième point, c'est évidemment une gouvernance économique européenne qui fonctionne. Et Jean-Marie Le Guen va probablement nous expliquer pourquoi les députés européens socialistes ont voté contre le premier paquet de lois européennes qui instaurait une gouvernance européenne. On ne peut pas tenir un discours à Paris qui consiste à dire oui, il faut une gouvernance économique européenne, et quand on est à Strasbourg, voter contre. C'est ce qui s'est passé avec les députés socialistes européens. Oui, la Chine, encore une fois, on a affaire... L'Europe est un marché considérable, une puissance économique potentielle considérable. C'est un nain politique, parce que chacun tire la couverture à soi. Si nous ne sommes pas capables de construire une Europe politique, nous serons les dindons de la farce du couple Chine-Amérique. Et nous le sommes aujourd'hui. Et donc, il faut arrêter d'essayer de jouer comme la France et l'Allemagne le jouent rituellement depuis 20 ans. C'est chacun joue sa carte avec l'Allemagne. Un jour, la Chine félicite l'Allemagne et les Allemands viennent vendre des Airbus. Le lendemain, c'est la France. On a connu cette course à l'échalote totalement ridicule. Et nous n'avons pas de politique commune. Là aussi, nous aurons un point de désaccord avec l'Allemagne, qui a une balance commerciale excédentaire, alors que la nôtre s'effondre. Je sais bien de donner des leçons à tout le monde, mais quand on a les bilans financiers que vous avez et le commerce extérieur de la France aujourd'hui, on voit bien qu'il faut une action quand même un petit peu résolue. Voilà, donc il faudra rééquilibrer, mais ça passe là encore par une construction politique de l'Europe et une mutualisation des intérêts. Un mot, c'est que contrairement à ce qui se dit beaucoup, la réponse, elle n'est pas à moins d'Europe, elle est au contraire plus d'Europe intégrée. Messieurs, je vous remercie d'avoir entamé cette journée avec nous. Jean-Marie Le Guen, vous êtes député PS de Paris. On dit Le Guen ou Le Guen pour vous? Plutôt Le Guen, oui. Le Guen, hein, comme l'autre, voilà. comme Paul. Philippe Juvin, député européen UMP. On dit Juvin. Je vous souhaite une très belle journée à tous les deux. Dans quelques instants, ça va faire du bruit sur ce plateau, puisque nos éditorialistes vont...